Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, le président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a été donc arrêté. Lui et son ami Albert Nzonga au domicile de ce dernier. Plusieurs responsables de son parti ont également été interpellés à la suite de heurts et de plusieurs actes de vandalisme perpétrés par des militants camerounais qui, certains se revendiquent justement de cette organisation politique. Nous y reviendrons dans ce magazine avec notre invité, Abdelaziz Moundé Jibam, qui est journaliste, activiste sur les réseaux sociaux et également écrivain, analyse des questions africaines. Abdelaziz Moundé déjà avec nous en ligne. Bonsoir Aziz. Bonsoir mon cher Juvenal, meilleurs vœux. Et merci toi également et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc on essaiera de comprendre ce qui peut amener les Camerounais de la diaspora à poser des actes de vandalisme et ce qui est fort inquiétant, c'est que certains observateurs affirment que des membres de ce parti politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, ont reçu des tirs de balles à balles réelles, ce qui est fort préoccupant. Comment comprendre cela, Abdelaziz Moundé? Mais tout simplement parce que c'est une situation à la fois confuse, parce qu'il y a aujourd'hui au Cameroun un nuage de à la fois nauséabond et sérieux qui résulte de tout le processus électoral qui a été l'élection. J'avoue que la qualité de la connexion est assez mauvaise. Est-ce qu'Abdelaziz Moundé nous entend? Oui, je vous entends très bien. La qualité du signal est assez mauvaise. On vous retrouve dans quelques instants. Question de voir comment on peut remédier à cela. Donc, de ce magazine, ce sera donc en fait voilà la libération annoncée de Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo qui avait donc été arrêté. Cela fait pratiquement 7 ans qu'il a la haie. Nous serons ce soir avec des responsables donc de son parti, le Front populaire ivoirien, le FPI. On sera avec la responsable de la France métropolitaine qui s'appelle Nekalo Georgette. Et également pour essayer de comprendre, nous irons également trouver Monsieur Mogé David, co-auteur donc en fait de l'ouvrage Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny à Ouattara. Et qui sera donc notre invité dans les 15 minutes de ce magazine. Ces invités et bien d'autres seront avec nous pour décortiquer l'actualité sur l'Afrique. D'ici là, on vous dit merci d'être des nôtres. On vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
fonba. Mongele mabuya te muna mama la iyo faende ganya sinelemba. Mongele mabamba iyo woye na bali nyete ndutu nyabwa fonba. Nige pena buya te muna mama la iyo faende ganya kwa fonba. Mongele na muse bubala ya nala kataluwe kumatu kwa mongele dudu ona wa mozi zeye na bae. Mongele na muse bubala ya nala kataluwe kumatu kwa mongele dudu ona wa mozi zeye na bae. Mongele zoya na muna mumebe iyo bae ndudu nyabwa fonmo. Mongele zoya na muna mama ya iyo bae ndudu nyabwa fonmo. Na banda vese dudu oni dia de bandaja. Odi pembo wango odi pembo wango dia pena banda vese dudu oni dia de bandaja. Dudu nya banda ba iya woye na balenge se dudu nya ba fonba. Dudu nya banda ba iya woye na balenge se dudu nya ba fonba. Bien, c'était donc pour vous souhaiter à vous, amis auditeurs, et à tous ceux qui nous sont fidèles donc dans ce magazine d'être des nôtres ce soir. Mesdames, messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Je te donne un titre climat assez tendu au Cameroun le week-end dernier. Des images donc montrant donc certains membres, ces militants du mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui, d'après certains observateurs, donc ont reçu des tirs à balles réelles et parallèlement donc des missions diplomatiques camerounaises ont été saccagées et ceux qui l'ont saccagé, c'est qu'ils ont même revendiqué leurs actes. L'ambassade du Cameroun à Paris l'a été et bien d'autres missions diplomatiques en fait ont eu à subir cela. Et ce soir, pour essayer de comprendre, nous sommes avec notre invité, Abdelaziz Moundé-Jibam, qui est journaliste, écrivain, analyse des questions africaines, une fois de plus. Bonsoir Abdelaziz, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, mon cher Juvenal. Voilà, avec une meilleure qualité sonore, la question était donc posée à l'entame. Comment comprendre que au Cameroun, aujourd'hui, on trouve d'un côté à la diaspora qui pratiquement prend d'assaut la mission diplomatique du Cameroun et saccage et pille tout. Comment expliquer cela? Expliquer, il y a eu un certain nombre de faits qui ont précédé le saccage de l'ambassade. Il y a des carnages au Cameroun, mon cher Juvenal, des carnages qui ne suscitent pas l'indignation. Il y a des carnages au quotidien, dans le nord-ouest, sud-ouest. Non, l'expression est toute trouvée, elle correspond à la situation. Vous savez qu'il y a une guerre à huis clos dans le nord-ouest, sud-ouest du Cameroun, qu'on ne veut pas résoudre de manière claire, de manière inclusive, concertée avec l'ensemble des Camerounais.
Cette guerre, elle est réglée uniquement par le président Paul Biya et visiblement, elle n'a pas d'efficacité puisque les solutions qui ont été trouvées, c'est de créer une commission nationale sur le bilinguisme et le multiculturalisme, après un train de mesures consécutives à la grève des avocats et des enseignants en 2016. Au passage, il y avait un certain nombre de personnes qui avaient été enfermées dans les prisons de la République, tout simplement parce que ces personnes avaient revendiqué un certain nombre de points qui se sont révélés justes. Quelques ont été libérés, des milliers sont restés en prison et une autre mesure d'apaisement récente a fait l'objet d'une promesse d'une centaine de personnes qui allaient sortir de ces prisons-là. Donc il y a une situation grave, extrêmement grave au Cameroun, où il y a 400 000 Camerounais qui sont dans l'air, qui circulent ça et là. Certains ont maille à partir avec des riverains ou des populations qui les accueillent, des populations qui viennent du nord et du sud. D'autres sont au Nigeria voisin. Donc, il y a une 50 000 Camerounais, plus de 50 000 qui sont là-bas. Donc, il y a une situation qui est très grave là-bas. Cette interpellation, elle me permet justement de dire que quand je parle de carnage, il y a un certain nombre de points également qui ont précédé ce que vous avez évoqué concernant les ambassades, notamment celle de Paris. C'est qu'au Cameroun, on tire à bout portant sur des Camerounais. C'est-à-dire qu'un policier, avec un jeune qui revient d'une marche, un policier qui le suit, le tient en joue et lui envoie une balle dans les jambes en lui disant « Écoutez, puisque vous avez voulu marcher, allez-y marcher ». Ça me rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé dans le nord, l'extrême nord du Cameroun, où une femme, 2 femmes et 2 enfants ont été tués, exécutés sommairement par des éléments des forces armées camerounaises. Il a fallu une pression incroyable du public pour que l'armée daigne l'accepter après plusieurs dénis et qu'au final, on nous annonce que ces militaires-là ont été remis à la disposition de la justice. Donc, il y a un certain nombre, un faisceau d'atteinte aux droits humains, qui laisse penser que la valeur de l'homme au Cameroun est moindre qu'un papier qui jonche le sol dans une ambassade, que la valeur d'un être humain est moindre qu'un symbole ou une effigie du chef de l'État. Il faut condamner le saccage de l'ambassade, mais il faut surtout s'indigner des carnages quotidiens, banaliser la mort au Cameroun, banaliser la mort, banaliser les droits humains. Je pense qu'on a un pays d'accueil, la France, une situation avec les gilets jaunes. Genre, on est aux colères. Abdelaziz Moundé, j'avoue que la qualité sonore est vraiment assez mauvaise et qu'on vous suit très difficilement. Donc, ce que je peux retenir, c'est qu'effectivement, vous dites que selon vous, voilà, les actes de vandalisme qu'on a vus le week-end dernier dans l'ambassade, dans la mission diplomatique camerounaise à Paris notamment, viennent de ce que cela couvre au niveau du Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'essayer de résoudre cette situation? Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec aussi des Camerounais qui se retrouvent avec des pratiques administratives qui vont être soit perdues. Est-ce que entre Camerounais de la diaspora, il n'y a pas une manière, je veux dire, assez pacifique? Oui, mais je veux dire que la question camerounaise, elle est complexe, confuse. Mais ce n'est pas un problème de Camerounais de la diaspora uniquement. C'est un problème qui résulte de la situation du Cameroun. De la situation du Cameroun. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, j'espère qu'on m'entend mieux, les actes de violence ou de saccage sont condamnables, il faut le dire. Mais ce sont des actes qui rentrent dans le cadre d'une situation politique. Est-ce qu'on a l'impression que les relations, sinon par hypocrisie, étaient pacifiées entre les Camerounais? Regardez l'assomption, la montée de la parole, la libération de la parole tribaliste. On stigmatise, on pointe des ethnies, on estime que Juvenal, Noël et Abdelaziz, qui étaient de grands amis hier, deviennent subitement 2 personnes malfaisantes parce qu'elles appartiennent à des ethnies différentes au Cameroun. Ça s'entend. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une légende. On l'entend de plus en plus et des gens l'assument. Vous posez un acte, quelqu'un répond en vous stigmatisant par votre origine ethnique. Et d'un autre côté, quand parlons d'ambassade, vous savez, quand on condamne, il ne faut pas s'indigner de manière sélective. Parce que dans notre pays, est-ce qu'on a eu l'impression que les ambassades sont la maison finalement des Camerounais? Vous savez qu'à titre personnel, Juvenal Noël, j'ai mené un combat citoyen pour que les ambassades du Cameroun puissent accueillir l'ensemble des partis politiques représentés, notamment ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Qu'à Paris, on n'ait pas simplement des réunions de RDPC à l'ambassade. Certains m'en ont voulu pour ça, mais j'ai dit non.
que le RDPC organise des réunions à l'ambassade, ok, on peut l'admettre, mais que d'autres partis aussi en aient la possibilité. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se réapproprie ces lieux, que l'État ne soit pas simplement un symbole comme ça totalement abstrait. Donc vous voyez un tout petit peu la rage avec laquelle je ne veux pas justifier quelque chose, j'essaie un tout petit peu d'expliquer et puis de situer le contexte. Donc voilà un tout petit peu. Oui, alors, pardon de vous couper. Alors, ça, c'est un pan de la situation. Et effectivement, sur cette antenne, donc, je réitère qu'effectivement, nous condamnons fermement toutes sortes de violences et de vandalisme. Voilà. Si cela s'avérait qu'effectivement, ces Camerounais, que les forces de maintien de l'ordre au Cameroun tirent à balles réelles, cela est fort condamnable. Et tout de même, effectivement, il y a une meilleure manière de s'exprimer que de vandaliser, parce que parallèlement aussi, ce sont des Camerounais qui n'ont vraiment rien demandé et qui en pâtissent. Pour revenir sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun, voyez-vous Maurice Kamto, malheureux candidat à l'élection présidentielle de 2018 dernier, il a été, rappelons-le, au pouvoir en place au Cameroun, mais seulement ce qui est fort surprenant, c'est que chaque fois qu'il y a une élection dans le passé, avant qu'il ne soit candidat, on ne l'a pas vu remettre en question les institutions, mais pour une fois qu'il est candidat lui-même, ce sur quoi il insistait dans le passé, parce qu'il faut reconnaître ici que tous les observateurs, ils sont unanimes dessus que M. Maurice Kamto, c'est un juriste hors pair. Dans le passé, on l'a vu encourager les Camerounais à respecter les institutions, mais pour une fois, il est candidat à la présidentielle, il ne reconnaît pas ces mêmes institutions. Comment expliquer cela, Abdelaziz Moundé? Alors, si il était un transfuge, on aurait fait l'histoire des transfuges dans l'histoire, ou bien s'il était un converti, on en aurait fait l'histoire des convertis, qu'il s'agisse du christianisme ou d'autres, où on a vu des gens qui sont devenus des apôtres, qui étaient des renégats avant ou des bourreaux avant. Mais dans le cas d'espèce concernant Maurice Kamto, si on ramène systématiquement la question à son appartenance au gouvernement, on va également voir sur le continent africain des gens comme Macky Sall qui ont fini par combattre leur mentor, Abdoulaye Wade. On va voir Nicolas Sarkozy en France qui, n'étant pas pressenti, a fini par se dévoiler et conquérir le pouvoir politique au détriment de certains dans sa famille politique. Donc en réalité, il faut poser les problèmes de fond. Qu'est-ce qui se passe? Je me présente à l'élection présidentielle, j'en ai tout le droit. Je m'appelle Maurice Kamto, je m'appelle Joshua, je m'appelle Cabral Libi, que sais-je encore? Eh bien, dans ma trajectoire, dans le cas d'espèce concernant Maurice Kamto, il y a un certain nombre d'ouvrages, il y a un certain nombre d'actes qu'il a posés. En 92, Maurice Kamto faisait partie de l'équipe de Fondi dans le cadre de l'Union pour le changement. Il est en 92. Et il a appartenu au gouvernement de Biya entre 2004 et 2011. Il a été appelé au gouvernement. Certains disent, et il a donné une explication, d'ailleurs je lui ai donné, j'étais sur l'Afrique du Nord 1, qui lui a posé la question, il expliquait un tout petit peu les contours de son gouvernement liés au fait qu'il était l'agent du Cameroun, le co-agent du Cameroun, l'agent du Cameroun dans le cadre du conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Donc, il y avait un certain nombre de dossiers qu'il suivait et la récompense du président Biya est donc en reconnaissance de sa haute contribution, il a appartenu au gouvernement. Bon, libre à lui, Maurice Kamto peut justifier sa trajectoire mieux que moi, mais en contextualisant la question actuelle, qu'est-ce qu'on va dire? Sur la critique du système électoral, son parti a été créé en 2013. Ils ont participé à 2011, autant pour moi, après sa démission du gouvernement. Ils ont participé en 2013 aux législatives où ils ont obtenu un poste de député et des conseillers municipaux. Et quand vous lisez un certain nombre de documents, de la profession de foi du MRC à un certain nombre de documents, vous observez que des critiques classiques, des observations classiques et des combats classiques de l'opposition, ils sont repris sur le code électoral, sur la commission électorale indépendante, sur la mobilisation électorale des Camerounais, etc., etc. Donc, ce n'est pas faute d'avoir initié, énoncé, participé ou accompagné un certain nombre de revendications comme celle-là. Ce n'est pas faute de l'avoir fait. Mais en revanche, dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'il y a comme problème? D'ailleurs, je salue au passage les réactions d'un certain nombre de partis politiques, dont celle de l'univers, 11 millions de citoyens, qui parlent de la nécessité d'un grand débat ou d'un dialogue national pour régler ces questions fondamentales. On ne tire pas sur un citoyen main nue. On ne peut pas avoir un pays où le RDPC et les partisans du président Biya ont le pas plein d'organisations
d'organiser des manifestations et que ceux de l'opposition n'en aient même pas l'augure. Ce n'est pas normal, ce n'est plus normal. Quand on manifeste, ce n'est pas parce qu'on veut faire la guerre. Quand on dénonce, ce n'est pas parce qu'on veut déstabiliser un pays. C'est tout simplement parce qu'on exerce un droit constitutionnel, on exerce un droit humain fondamental. C'est ça le problème de fond. Sinon, on restera sur des questions d'hommes, des trajectoires de Camto, et ça va en rajouter à la confusion qui est déjà assez grande au Cameroun aujourd'hui. Bien, merci beaucoup Abdelaziz Moundé Djiban pour votre contribution. On espère vous trouver prochainement pour nous apporter votre éclairage sur d'autres questions sur les politiques africaines. C'est moi qui te remercie et bon courage vraiment pour cet excellent travail que tu mènes et surtout bonjour à mes frères ivoiriens. Peut-être que je retrouverai le 1er février à La Haye. Merci. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. C'était donc Alpha Blondy dans Opération Coup de poing. Avant Alpha Blondy, c'était donc Abdelaziz Moundé Djiban qui est journaliste et analyse des questions africaines. Il revenait sur la situation assez tendue au Cameroun et également dans la diaspora camerounaise. Rappelons que le week-end dernier, l'ambassade du Cameroun à Paris a été pris d'assaut. Il a été saccagé par les militants qui se revendiquent du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ce que nous dénonçons ce soir, parce qu'effectivement, ce n'est pas une manière de protester, d'exprimer son mécontentement que de saccager une mission diplomatique. Et également, certains observateurs annoncent disent qu'au Cameroun, des manifestants de ce même mouvement pour la Renaissance du Cameroun ont été la cible de tirs à balles réelles. Si cela s'avérait, cela est également condamnable. Nous entrons dans la deuxième partie de notre magazine et le sujet que nous abordons ce soir, c'est la libération annoncée du président Laurent Gbagbo, détenu à La Haye depuis 2011. Et rappelons donc pendant qu'il est donc à La Haye, le Front patriotique ivoirien a donc aussi un autre président qui s'appelle Afi N'Guessan, qui lui rappelait donc en début de semaine, je cite, que si le président Laurent Gbagbo veut redevenir président du Front populaire ivoirien, il va me le dire lui-même, fin de citation. Et pour essayer de comprendre donc, nous sommes avec ce soir Georgette Nekalo, qui est la représentante du FPI France Métropolitaine. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Merci de notre invitation. Je rappelle que vous êtes souffrante, vous nous le disiez, et que nous avons dû insister pour que vous puissiez, nous accorder un peu de votre temps. Merci. Alors,
Le président Laurent Gbagbo, il a été acquitté et aujourd'hui sa libération est annoncée. Une fois libre, que se passera-t-il? Alors, avant d'arriver à cela, vous, dans vos commentaires tout à l'heure, je vous ai écouté et je ne sais pas si vous le poserez après comme question ou si on doit commencer par là avant Par d'arriver rapport à à la question. Fingessan, on va y arriver. On va y Merci. arriver. On voudrait... Voilà. Voilà. Alors, votre question c'était Laurent si Gbagbo, le président... Oui. sa libération est annoncée. Et elle a Oui. annoncé. Et la question, c'est si une fois libre, que se passera-t-il? Ah, mais que se passera-t-il? Je ne saurais vous dire. Je ne suis pas le président Laurent Gbagbo. Je ne suis qu'une militante. Mais connaissant l'homme, je peux me permettre quand même d'avancer certaines choses. Le président Laurent Gbagbo est quelqu'un de très, très, très magnanime. Et c'est quelqu'un qui se bat pour son pays depuis belle lurette. Et donc, parlant de cela, connaissant l'individu, l'amour qu'il a pour son pays, il ne va rien faire d'autre que d'essayer d'unir les Ivoiriens, de rassembler les Ivoiriens et de parler réconciliation et de faire en sorte qu'il y ait la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes voilà, la représentante du FPI en France métropolitaine, alors on a parlé de sa libération, mais qu'en est-il concrètement aujourd'hui? Quelles sont les informations que vous avez par rapport à cette démarche-là? Ah ben, nous sommes tous au même niveau d'information. Hein. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté avec le ministre Blé Boudé et le procureur a interjeté appel et ils ont été acquittés avec effet immédiat, donc logiquement ils devraient être dehors, mais ils y sont encore. Bon, mais on ne comprend rien dans les rouages de la justice internationale. Si encore c'est une justice, parce que le mot français acquittement, ça n'a pas un autre sens que être libéré et lavé de tout soupçon, parce qu'il n'était pas encore prisonnier, il est détenu. C'est des prévenus. Donc là, logiquement, de tous les chefs d'accusation qui pesaient sur eux, logiquement, sont levés, ils sont blanchis. 82 témoins à charge, la moitié de ces témoins est devenu des témoins à décharge. Aucune ombre de preuve. Donc le président Laurent Gbagbo est acquitté et libre, vraiment devrait être libre de tous ces mouvements. Et voilà, à notre grande surprise, il est encore maintenu à la CPI en prison, à la maison de détention de Scheveningen. Et nous ne comprenons pas trop pourquoi. Le 1er février, nous allons aller écouter ce que veut dire le procureur, pourquoi ils y sont, mais on verra. On ne sait pas ce qui se passe, on ne connaît pas la CPI, on ne sait pas quels sont les non-dits de cette Cour de justice qui, pour moi, est une Cour de justice. Alors, vraiment, nous attendons tous de voir. Voilà. Georges Nekalo, pour comprendre, alors, il est clair que dans la crise post-électorale qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il est facile d'imaginer que, voilà, les seuls qui ont été poursuivis, c'était en fait les pro-Gbagbo, et que curieusement, ceux de l'autre camp ne l'ont pas été au niveau de la Cour pénale internationale. Comment, avec du recul, comment comprendre cela? Comment vous le vivez, s'il vous plaît? Oh, mais personnellement, moi, je le vis mal, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Vous comprenez qu'une seule personne ne fait pas la guerre. C'est deux ou plusieurs personnes qui font la guerre. Mais cela aussi dénote de ce que nous reproche, de ce que veut la communauté internationale pour l'Afrique. Parce que vous comprenez que cette crise-là, elle n'est pas qu'ivoirienne. C'est une crise qui est pour toute l'Afrique. Et c'est le problème de la France-Afrique que nous vivons. Et c'est un élément capital de la France-Afrique aujourd'hui, que les Occidentaux doivent tout décider à notre place, comme si nous étions des sous-hommes. Et ils doivent tout décider, qui ils veulent, qui ils ne veulent pas. Donc, moi je dis, le président Gbagbo je dirais, il a été trop vite né en Afrique, même s'il y a eu des personnes telles que les Patrice Lumumba, il y a eu des Modibo Keïta, il y a eu des Sékou Touré, mais
Aujourd'hui, le président Gbagbo est un symbole. Un symbole, c'est-à-dire une personne pour les Européens qui puissent leur tenir tête, et ça, c'est incompréhensible pour les Européens, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, c'est un peu l'origine de cette crise-là. Dire qu'avec du recul, c'est que les pro-Gbagbo qui sont jugés. D'abord, personnellement, moi, je n'aime pas cette appellation pro-Gbagbo, ça ne veut rien dire. Voilà. Les médias français ont rendu cette appellation un peu péjorative. Et moi, personnellement, je ne la supporte pas. Alors, nous permettons de... Alors, faut dire que Pardon de vous il y a couper, ce madame, s'il vous plaît. temps. Alors, Oui. pour notre part, hein, ce soir, quand on dit pro-Gbagbo, c'est tout simplement, lorsqu'il y a une crise, il y a plusieurs factions. Et dans ce cas, s'il y avait un camp qui était celui de M. Laurent Gbagbo, qui était le président en exercice, et aussi, de l'autre côté, il y avait une rébellion qui avait à sa tête... Voilà, il faut dire les choses par leur nom. Donc, une rébellion qui attaque un État, qui attaque un chef d'État régulièrement élu et démocratiquement élu, il faut le dire. Mais quand les médias français et européens disent les pro-Gbagbo, c'est devenu péjoratif, c'est une appellation commune maintenant. Moi, personnellement, je Bien, ne suis pas d'accord avec cela. c'est entendu. Donc, voilà. voilà. Donc, Pour revenir donc à votre question, oui. mais vraiment la question demeure. Pourquoi est-ce que c'est un seul camp qui est poursuivi? Et vous, journalistes, c'est des questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Pourquoi un seul camp est poursuivi? On s'interroge. Ceux qui ont pris des armes, On s'interroge, madame. ne sont pas inquiétés. Voilà, on s'interroge, la question a été posée, continue d'être posée, et cela nous amène donc à la troisième, à la dernière question, avant de vous laisser, parce que finalement vous nous rappeliez que vous n'êtes pas vraiment en santé, et nous avons insisté. Comment comprendre aujourd'hui qu'il y ait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à Finguessan, qui se revendique être le président du Front populaire ivoirien? Bon, il se revendique, bon, pour moi, ne même pas le terme s'il se revendique. Finguessan a été le président du Front populaire ivoirien après le congrès de 2000. Comprenez que le Front populaire ivoirien, c'est le parti qui a créé le président Laurent Gbagbo, et qu'en 2000, on est allé au congrès et Finguessan a été élu comme président de ce parti. De 2000 jusqu'en 2015, nous n'avons assisté à aucun congrès. Mais en même temps, comprenez que notre parti est un parti très structuré et que chaque 3 ans, nous avons notre congrès et entre 2 congrès, nous avons une convention. En 2010, il est arrivé ce qui est arrivé, la crise post-électorale. Finguessan lui-même a connu les jours de la prison à Bouna. Au sortir de cette prison, il y avait d'autres situations, par exemple, le problème avec la CEI, si oui ou non on devait y participer, si on devait avoir un représentant à cette CEI, le comité central, qui est l'organe de décision de notre parti, se réunit et Finguessan est mis en minorité. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons par vote. Et il est mis en minorité. 2 comités centraux, il est mis en minorité. Il sort de là, il déclare que l'ex-ministre Alain Dogou, au nom du Front populaire ivoirien, devait prendre part aux discussions de la CEI. Bref, de fil en aiguille, pour couper court, il y a eu donc 2 comités centraux où il a été mis en minorité par les votes. Et à la suite de tout ce que cela a pu entraîner comme divergence et problème, il a été radié purement du parti à la suite du congrès de Maman. Donc, le camarade Finguessan n'est plus le président du parti, il y a belle lurette. Bien, Parce que les militants ont décidé que le parti doit revenir au président Laurent Gbagbo, qui était le président du parti. Il est en prison, il n'est pas mort. Et pour nous, il est vivant, il peut toujours gérer le parti. Merci beaucoup, Joël Dekalo, merci beaucoup. N'a pas accepté. Merci beaucoup pour votre éclairage. Alors, je rappelle à ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment que vous êtes donc la présidente, la représentante donc en France métropolitaine du Front populaire ivoirien, et vous, votre fonction, vous avez été nommé par le président Laurent Gbagbo, qui est toujours à la Cour pénale internationale. C'est bien cela? C'est cela. Bien.
Merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Si les choses se dénouent, on reviendra vers vous pour prendre votre point de vue. Bonne soirée. Ah, l'émission est finie? Non, l'émission, elle se poursuit. Alors, si vous êtes disponible, on va la poursuivre. On prendra d'autres invités qui vont se joindre à nous, parce qu'effectivement, nous allons recevoir Monsieur David Moget. Qui est-il? C'est le co-auteur du livre, de l'ouvrage Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny à Ouattara. D'accord. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, une autre question, puisque vous vous sentez de pouvoir poursuivre l'émission avec nous. Monsieur Affi N'Guessan, qui, effectivement, il le revendique, il dit que le président du Front populaire ivoirien, puisque M. Gbagbo est encore en prison, il attend que ce soit M. Gbagbo lui-même qui le lui dise qu'il veut reprendre la tête du parti. Et on imagine que ça ne se passera pas simplement. Politique fiction, que se passera-t-il? Mais je ne sais pas affirmer ça. Il ne peut pas dire ce que vous dites là. Vous dites que le président Gbagbo viendra lui dire je suis le président du parti, alors je remets moi le parti. Alors, Madame Nekalo, je ne suis pas en train de faire... je suis en train de citer le site ivoiresoir.net qui retranscrit en fait une interview de Monsieur Affi N'Guessan qu'il a donnée le 21 janvier dernier. Donc, mais je vous réponds pour dire, si le camarade Affi N'Guessan a dit ce que vous dites là, ce n'est pas correct. Il ne peut pas le dire. Donc, au niveau du Front populaire ivoirien, c'est le Congrès qui choisit. Et le Congrès a déjà choisi le président Laurent Gbagbo. Voilà, donc le président Laurent Gbagbo ne viendra pas lui dire voilà, camarade Affi N'Guessan, c'est moi le président, alors donne-moi le parti. Voyez-vous, madame Nekalo, c'est pas moi, c'est pour ça que je me permets. Oui, mais je parle, je ne dis pas forcément que c'est vous. Mais vous me dites que vous l'avez lu quelque part. Et donc, je donne mon élément de réponse. C'est vous qui me posez la question, donc c'est à vous que je réponds. Que se passera-t-il donc? Ce qui se passera en tant que Gbagbo est le président du parti, point. Nous, on ne connaît pas Affi comme président du parti. Il ne se passera rien d'autre que ce qui se passe actuellement. Vous convenez avec moi que la tâche ne sera pas facile pour le président Laurent Gbagbo sorti de La Haye? Pourquoi? Étant donné qu'il y a un autre président qui existe aujourd'hui. Non, mais ça, c'est lui. Du FPI. Pour nous, au Front populaire, Affi n'est pas le président. Je vous le répète et je le dis. Affi n'est pas le président du parti. Le président du parti s'appelle M. Koudou Laurent Gbagbo. C'est la énième fois que je vous répète. Voilà. Donc, il ne se passera rien d'autre que ce qui se passe actuellement. Le président reprendra le parti tranquillement. Bien. Alors, rappelons donc qu'en préparant cette émission, nous avons essayé de contacter d'autres Ivoiriens de différents bords politiques, effectivement, pour prendre part à cet échange. Et s'il y en a qui, à ce moment, ont changé d'avis ou sont prêts à intervenir, on les encourage donc à pouvoir intervenir au numéro qui s'annonce comme suit. Participez à l'émission Tam Tam Tropical. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pour ceux et celles qui se joignent à nous à ce moment, donc nous recevons Madame Georgette Nekalo, qui est la représentante donc, du Front populaire ivoirien en France métropolitaine. Avant donc ce numéro qui a été annoncé, elle insiste en rappelant aux autres que pour elle, c'est Monsieur Laurent Gbagbo qui encore est détenu à La Haye, qui est le président reconnu par cette frange donc française du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, est-ce que votre frange fédère au-delà de la France? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis par là que, comme aujourd'hui, je le disais tantôt, effectivement, que lors d'une conférence de presse donnée par M. Affi N'Guessan face à nos confrères du site d'information Ivoire Soir, il rappelait que c'est lui le président actuel du FPI. Cela sous-entend qu'il a emmené avec lui un certain nombre d'Ivoiriens aussi. Et il y en a aussi qui sont derrière vous. Est-ce que vous, à votre avis, est-ce que votre frange, la frange française, la France métropolitaine, fédère également au-delà de la France? Bon, je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire. La frange métropolitaine. Est-ce que votre groupe, est-ce que votre section, est-ce que votre groupe qui est resté fidèle au président Gbagbo rassemble également ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire? Je suis la représentante du Front populaire ivoirien en France. Et le Front populaire ivoirien existe en Côte d'Ivoire. Celui qui existe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas celui que vous dites. Ce n'est pas Affi N'Guessan qui existe en Côte d'Ivoire.
Le Front populaire ivoirien est dirigé en Côte d'Ivoire par le secrétaire général qui s'appelle Assoa Adou, par la première vice-présidente qui s'appelle Madame Yves Simone Gbagbo. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, moi, je suis de ceux-là. Et dire que ça fédère avec ceux qui sont en Côte d'Ivoire, bon, ce n'est pas exactement ce que vous dites. Bien, c'est pas nous qui le disons, effectivement, nous citons nos sources, sont informations de confrères qui ne sont pas, qui sont sur le terrain, qui sont là en Côte d'Ivoire, qui sont relayés via les réseaux sociaux. On peut mettre votre confrère ne vous dit pas qu'en dehors d'Afrique, il n'y a pas d'FPI en Côte d'Ivoire. D'accord. On vous laisse souffler, on vous retrouve dans quelques instants. Merci. Jamais fatigué, avec un dombolo d'avec toujours ambiancé. Vibrer les rythmes ancestrales et ambiance à gogo. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans les 10 dernières minutes de ce magazine et nous allons donc recevoir notre autre invité. Donc, il est co-auteur du livre. Il s'appelle d'abord David Mogé. David Mogé, donc, qui est-il? C'est le co-auteur de l'ouvrage Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny à Ouattara. Monsieur Mogé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir pour comprendre. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc bénévole dans l'association Survie. Tout à fait, je suis membre de l'association Survie.
Voilà. Et qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, survie dans son cheval de bataille, donc, en fait, lutte contre la France-Afrique aujourd'hui. Tout à fait, c'est Et une association française oui. avec différents groupes locaux répartis en France. Et effectivement, nous dénonçons la politique impérialiste française en Afrique, dans ses anciennes colonies. Et donc, c'est ce qu'on appelle la France-Afrique. Pour comprendre, pourquoi écrire sur cette, sur cette phase de l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi avoir choisi d'écrire dessus? Alors, comme vous le savez sans doute et comme les auditeurs le savent, il y a eu une très longue crise en Côte d'Ivoire qui a commencé en 2002 avec une rébellion qui a tenté de renverser le président de l'époque, Laurent Gbagbo. Et cette crise a pris fin en 2011 lorsque l'armée française est intervenue à l'issue d'un conflit électoral. Et c'est de cette manière qu'Alassane Ouattara a été installé au pouvoir. Et nous faisons une lecture de la crise ivoirienne comme étant en fait une crise franco-ivoirienne, où l'on pense que, après avoir analysé de nombreux écrits, que ce soit la presse ivoirienne, la presse française, des rapports de l'ONU, en fait, les autorités françaises n'ont eu de cesse de vouloir évincer Laurent Gbagbo du pouvoir. Et j'insiste dessus, pourquoi avez-vous choisi d'écrire un livre dessus? Un autre livre, parce qu'il y en a tant d'autres. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres. En fait, il y a eu pas mal de livres, notamment en France, mais qui adoptaient un point de vue assez éloigné du nôtre, où l'on parle de l'action de la France comme à travers une opération de maintien de la paix, et ça ne correspond pas tout à fait à notre lecture à nous. Nous sommes une association qui, de manière générale, analyse les opérations militaires françaises en Afrique. Il faut savoir qu'il y en a eu plus d'une 50aine depuis les indépendances. Donc nous analysons ces opérations militaires et en général nous dénonçons ces opérations parce que nous y voyons une ingérence française dans ces anciennes colonies. Alors il y a eu quelques livres qui ont commencé à lever un coin de voile sur la véritable nature de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, mais ils sont relativement peu nombreux. Et donc il nous a semblé intéressant de faire un travail de synthèse en fait de l'ensemble de la crise depuis 2002. David Mogé, donc pour ceux qui sont à nous qu'à ce moment, vous êtes co-auteur, je rappelle, vous êtes membre de l'association Survie et que un de vos cheval de bataille également, c'est de la lutte contre la France-Afrique, lutte contre le franc CFA. Et ce soir, vous nous apportez votre éclairage sur le livre Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny à Ouattara. Dites-nous, Monsieur Mogé, apparemment, donc, bien que cela ne plaise pas à Madame Nekalo Georgette, qui est la responsable du FPI France. Madame Nekalo, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, et donc, même si l'expression ne vous plaît pas, c'est une manière pour nous de pouvoir faire un distinguo entre un camp et un autre. Les pro-Gbagbo aujourd'hui semblent très mal à l'aise du fait que, apparemment, la CPI a eu à juger que, voilà, ceux qui sont pro-Gbagbo et laissant, on va dire, tranquille, les pro-Ouattara. Quel regard portez-vous sur cette situation, monsieur Mogé? Alors c'est vrai que de notre point de vue, il y a eu une instrumentalisation de la Cour pénale internationale. Quand on pense à la Cour pénale internationale, on a envie de croire effectivement en une justice internationale qui juge les auteurs des crimes les plus graves. Mais dans la réalité, cette Cour pénale internationale, et notamment s'agissant de la Côte d'Ivoire, elle n'a jugé qu'un camp de la crise post-électorale, alors qu'il y a eu une véritable guerre civile en Côte d'Ivoire, opposant effectivement des anciens rebelles favorables à Alassane Ouattara à des forces restées loyales au président Laurent Gbagbo. Et en fait, la CPI s'est contentée de juger Laurent Gbagbo pour des allégations de crimes que la procureure a eu énormément de mal à prouver. Et en fait, c'est parce que finalement, elle n'a pas elle n'a pas pu apporter des éléments de preuve suffisants que la première chambre de la CPI a finalement prononcé un acquittement. Mais à notre sens, très souvent, donc, on présente les choses en France en disant que c'est une faillite de la CPI. À notre avis, c'est pas le cas. En fait, le cas Gbagbo était une sorte de cadeau empoisonné de la France à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire la France n'a eu de cesse depuis 2003 de brandir la menace de mettre Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Donc finalement, ce qui s'est passé en 2011, c'était l'aboutissement de quelque chose, d'un processus qui était très long.
mais qui était vicié dès le départ. Donc, c'est David Mogé. David Mogé, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, est membre de l'association Survie. Il est co-auteur de l'ouvrage Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire, d'Oufoué-Boigny à Ouattara. Dans les 5 dernières minutes, apparemment, un auditeur nous a rejoint, madame ou monsieur. Bonsoir. Monsieur Diaby Youssouf, directeur du cabinet et porte-parole du ministre Charles Blé Goudé, Bien, porte-parole de la diaspora ivoirienne. bien, monsieur Diaby Youssouf, quel regard portez-vous sur cette situation? La question, je la posais tantôt à monsieur Mogé, de savoir aujourd'hui, voilà, toutes les charges qui ont été contre monsieur Blé Goudé et monsieur Laurent Gbagbo aujourd'hui ont été, ils sont acquittés. Mais cependant, on a le sentiment que les pros Ouattara ont été laissés tranquilles, sans inquiétude. Quel regard portez-vous sur cette situation? Ben, monsieur, laissez-moi vous dire d'abord que monsieur Laurent Gbagbo, de son excellence Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des chances pour la Côte d'Ivoire, sont des dons pour l'Afrique. Parce que c'est deux prisonniers qui donnent une leçon de solidarité, qui donnent une leçon de paix à la Côte d'Ivoire. Saviez-vous que M. Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont reçu près de 5000 personnes à la CPI de 2011 à 2019, plus de 7000 personnes. Mais parmi ces personnalités qu'ils ont reçues à la CPI dans la prison de Scheveningen, il y a des personnes qui ont été auteurs de leur envoyer à la prison de Scheveningen. Ils ont reçu des adversaires politiques, ils ont reçu des ennemis politiques, et c'était volontiers. C'était volontiers. Parce que pour le ministre Charles Blé Goudé et pour le président Laurent Gbagbo, recevoir ses adversaires, c'est un esprit d'ouverture. Recevoir ses adversaires politiques, c'est aller et faire un pas vers l'avenir, faire un bon pas vers la réconciliation et la paix dans notre pays. Donc, le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo n'ont pas entendu d'être dehors et n'entendront pas d'être dehors pour parler de la réconciliation, pour parler de la paix. Ils acceptent de recevoir Charles Kona Bani, qui a été un des pourfendeurs de Laurent Gbagbo, et Bamba Morifere, qui a été un des pourfendeurs de Laurent Gbagbo, Doumbia Major, qui a été un des pourfendeurs de Charles Blé Goudé. Donc, des jeunes du RDR qu'ils ont reçus partout. Voilà, depuis la prison de Scheveningen. Bien, monsieur Youssouf, s'il vous plaît. Monsieur Youssouf, monsieur Diaby Youssouf, pardon de vous couper. La question, je vous la pose. Quelle actualité donc sur cette libération annoncée, étant donné qu'effectivement, on ne sait pas s'ils seront libres ou pas. Vous qui êtes donc le directeur de cabinet de monsieur Blé Goudé, qu'en est-il aujourd'hui? Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'état d'esprit du ministre Charles Blé Goudé, c'est toujours un état d'esprit combatif pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est le même état d'esprit pour son père, Laurent Gbagbo, un état d'esprit de la paix, pour la paix et la réconciliation pour les Ivoiriens dans leur ensemble. Merci beaucoup, monsieur Diaby Youssouf. Le temps qui nous est imparti arrive inexorablement donc à son thème. Je rappelle donc pour ceux qui se joignent à nous qu'à ce moment que vous êtes le directeur de cabinet du ministre Charles Blé Goudé. Et en même temps, excusez-moi de vous dire que allez-y rapidement. M. Ouattara vient de condamner un député selon les lois de la Côte d'Ivoire. Il ne fallait pas condamner un député. Les députés sont écouillés en prison. L'Obognon vient d'être écouillé pour 1 an d'emprisonnement et 300 000 d'amende. Bien, c'est entendu, monsieur Diaby Youssouf. On va y revenir dans notre prochaine édition. Comme le temps qui nous est parti arrive inexorablement à sa fin, très rapidement en 30 secondes. Monsieur Charles Blé Goudé libéré, en 30 secondes, que se passera-t-il en priorité numéro 1? La priorité numéro 1, ça sera la réconciliation pour la Côte d'Ivoire, la paix pour la Côte d'Ivoire, car Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont une chance pour la paix. Merci beaucoup, monsieur Diaby Youssouf. Monsieur Mogé, on vous retrouve éventuellement donc dans une très prochaine édition pour parler du livre que vous avez coécrit qui est intitulé Un pompier pyromane, l'ingérence française en Côte d'Ivoire d'Oufoué-Boigny à Ouattara. Merci à vous. D'accord, très bien, je vous remercie. Merci. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. On espère vous avoir apporté une information de plus. On se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages
été relayée dans plusieurs contrées.